Bonjour et bienvenue à ce webinaire du 25 mai intitulé « Comment se démarquer dans la chasse aux talents bilingues en santé ». Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de mobilisation des connaissances et des communications à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont conclu avec la couronne britannique en 1725. Je remercie le peuple Mi'kmaq de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Quelques mots concernant la Société Santé en français. La Société Santé en français, c'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Les objectifs des webinaires sont les suivants. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Les webinaires sont rendus possibles grâce au financement de Santé Canada. Nos deux panélistes d'aujourd'hui sont M. Maurice Lemaire et Mme Geneviève Laferrière. Donc, d'abord, M. Lemaire. Maurice Lemaire, avec près de 20 ans d'expérience de direction et de consultation en ressources humaines à l'échelle mondiale dans divers secteurs, dont la technologie, la fabrication, la vente au détail, la vente et les services et le secteur public, pour des entreprises classées dans le classement Fortune ainsi que dans les 100 meilleurs employeurs canadiens. Cherchant toujours à trouver l'équilibre stratégique entre le capital humain et la performance de l'entreprise, Maurice se concentre sur la transformation, la stratégie de gestion de talent ainsi que la gouvernance. Monsieur Lemaire est parfaitement trilingue. Il parle français, anglais et espagnol. Il se positionne comme une ressource pour les personnes activant leur contribution en créant des relations solides, en développant et en encadrant le talent, ainsi qu'en trouvant des opportunités d'innovation et des stratégies qui ajoutent de la valeur à long terme. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa, ainsi que d'un certificat en relations industrielles de l'Université Laval. Il est également un professionnel en ressources humaines certifié du HRPA en Ontario, CHRL, et également au SHRM aux États-Unis. Notre deuxième panéliste est Mme Geneviève Laferrière. Geneviève est présentement coordonnatrice du projet du réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Ayant 14 ans d'expérience à travailler en collaboration avec divers organismes, Geneviève œuvre à améliorer l'accès aux services de santé en français afin d'offrir aux francophones des services de qualité axés sur la personne. Geneviève travaille auprès de partenaires régionaux, provinciaux et nationaux pour optimiser, entre autres, la planification et la mise en place des services de santé en français, le recrutement et la rétention de ressources humaines bilingues dans le domaine de la santé mentale et des services aux aînés pour les francophones. Geneviève Laferrière est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université d'Ottawa avec spécialisation en gestion internationale et d'un certificat en gestion de projet de la Cité collégiale. Alors, nous sommes choyés d'avoir ces deux panélistes aujourd'hui. Et avant de leur céder la parole, quelques éléments de logistique pour vous rappeler à tous que vous êtes présentement en mode sourdine, mais que nous souhaitons ardemment votre participation tout au long du webinaire. Vous pouvez le faire par écrit en utilisant la boîte de conversation, communément appelée chatbox au bas de votre écran, ou encore utiliser la boîte Q&A pour questions et réponses.
Également, nous avons quelques questions de sondage interactif. Ils sont facultatifs et anonymes, mais on vous encourage à y participer. Vous n'avez qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. Alors, on va lancer 3 premières questions de sondage interactif, questions pour bien vous connaître et savoir qui est derrière l'écran aujourd'hui. Alors, allons-y pour le sondage. Donc, vous voyez à l'écran, la première question est la suivante. Avez-vous déjà entendu parler de ce sujet avant de vous inscrire au webinaire? Et si oui, bien, quelle était votre motivation? Une curiosité générale pour le sujet, le désir de découvrir de nouveaux outils, la possibilité d'améliorer vos façons actuelles de faire ou encore autre, si autre, prière d'utiliser la boîte de chat box pour nous raconter quelle est votre motivation. La deuxième question est, on veut savoir dans quel secteur vous œuvrez. Est-ce que c'est celui des ressources humaines d'une organisation, le secteur de la santé et des services sociaux, le secteur communautaire, la formation des professionnels de la santé ou, si autre, prière encore une fois de préciser dans la boîte de discussion. Et finalement, la dernière question pour bien vous connaître, quelle est votre expérience en lien avec le recrutement des ressources bilingues? Beaucoup, moyenne, un peu, très peu, pas du tout ou autre. Alors, une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à cliquer sur « Soumettre » et soumettez vos réponses. Et pendant que les réponses se cumulent, je vais vous informer que nous sommes très heureux de vous compter nombreux aujourd'hui et nous avons avec nous des gens d'un bout à l'autre du Canada, donc du Yukon, de la Saskatchewan, du Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, ainsi que Terre-Neuve-Labrador. Donc, ça nous fait très chaud au cœur de vous avoir présents aujourd'hui. Est-ce qu'on peut présenter les réponses obtenues? Donc, à la première question, aviez-vous déjà entendu parler du sujet avant de vous inscrire et pourquoi vous êtes inscrit plutôt à la rencontre? Donc, 33 % d'entre vous, vous aviez une curiosité face à la thématique. 42 % vous vouliez avoir des façons d'améliorer vos façons de faire actuelles. C'est excellent. Et 17 % d'entre vous, c'était le désir de découvrir de nouveaux outils. Alors, bienvenue à ce webinaire. Ça va vraiment aller dans ce sens-là. Question 2, dans quel secteur vous êtes? Donc, on a ici une égalité entre les ressources humaines à 33 % et le secteur de la santé, 33 %. Pour 25 % d'entre vous, c'est autre et on a 8 % de vous qui œuvrez dans la formation des professionnels de la santé. Et finalement, votre expérience en lien avec le recrutement des ressources bilingues, pour la majorité d'entre vous, à 42 %, c'est une expérience moyenne, 25 % un peu, beaucoup 17 % et très peu 17 %. Donc, on espère que le webinaire d'aujourd'hui contribuera définitivement à vous aider à satisfaire votre curiosité et vos apprentissages. Alors maintenant, je cède la parole à nos 2 panélistes, Maurice et Geneviève. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, et merci à vous toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Nous avons bien hâte de vous présenter justement des stratégies pour mieux vous démarquer dans la chasse aux talents bilingues en santé. Alors, si nous regardons un peu l'historique de cette thématique-là au niveau de la Société santé en français, nous avons justement regardé à cette thématique-là pour l'évaluer et mieux la comprendre depuis plusieurs années. Alors, nous savons que les services de santé en français sont peu disponibles si nous n'avons pas accès à des professionnels qualifiés pouvant offrir le service direct à la clientèle. Alors, dans la période de 2014 à 2016, nous avons vraiment étudié la thématique, avons passé plusieurs documents en revue et ainsi aussi avoir des entrevues avec des différents représentants et représentantes au sein d'organisations qui adressaient justement ce défi-là de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée bilingue. Alors, ce travail nous a permis de développer le cadre de référence pour le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues en santé. Nous avons aussi fait l'identification d'outils pour appuyer et des bonnes pratiques
à titre d'exemple et avons développé de la formation pour les réseaux santé en français afin qu'ils puissent être mieux outillés à soutenir leurs partenaires dans le secteur. En 2017, nous avons adapté ce contenu-là et lancé la plateforme Stratégie ressources humaines en santé, dont certains d'entre vous devaient être familiers, pour justement regrouper dans un endroit l'ensemble des ressources disponibles. Et depuis ce temps, nous avons maintenu la plateforme et l'année dernière, nous avons fait une pleine intégration à une nouvelle plateforme qui se nomme Accès Équité, qui représente différents outils, dont la stratégie ressources humaines. Et nous avons aussi eu accès à une opportunité grâce à l'enveloppe de financement réseautage et au projet Santé Immigration francophone, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, afin de regarder à cette stratégie-là et de la mettre en œuvre, afin de la mettre à jour, afin d'outiller les organisations de la santé dans leur processus de recrutement et de rétention de ressources humaines francophones. Alors, les objectifs de la stratégie demeurent les mêmes, alors visent vraiment à comprendre les enjeux et les facteurs d'influence afin d'améliorer le recrutement de ressources humaines bilingues dans le domaine de la santé, d'appuyer la mise en œuvre de ces stratégies et bonnes pratiques qui sont adaptées aux réalités des organisations de la santé et des services sociaux, ainsi que du personnel bilingue, de renforcer les pratiques de gestion et de rétention du personnel bilingue et d'offrir tous ces aspects-là pour assurer une meilleure offre de services de qualité et sécuritaires qui sont centrés sur les besoins des clients. Et le modèle se veut adaptable pour répondre aux besoins de d'autres populations sous-desservies. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Maurice qui va vous passer à travers juste une petite modification de dernière minute. Merci, Maurice. Alors, nous sommes justement dans le processus d'actualisation de la ressource Stratégie ressources humaines en ligne qui sera disponible dès le 15 juin sur la plateforme Accès Équité. Alors, nous allons communiquer avec vous lors de ce lancement officiel, puisque nous sommes présentement dans une phase de revue de validation finale. Et si vous êtes intéressé de participer à ce processus-là d'ici le 6 juin, je vous invite à rajouter votre adresse courriel dans le clavardage et vous pourriez faire partie de ce processus-là afin de voir s'il y a des aspects que vous aimeriez que nous approfondissions pour vos besoins. Alors maintenant, sans plus tarder, à Maurice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève, et bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici devant vous aujourd'hui et de partager votre heure de café ou de lunch selon où vous êtes situé au pays. Juste avant d'embarquer dans le vif du sujet, permettez-moi de, évidemment, vous parler un peu de SIA. Donc, nous sommes une firme de consultation globale. Dans ma pratique, je me concentre beaucoup sur tout ce qui est transformation RH, service au gouvernement. Nous avons des bureaux un peu établis partout au Canada, donc environ 175 conseillers. Et comme vous pouvez voir, on touche tout ce qui touche le spectrum de ressources humaines jusqu'à la transformation, incluant la gestion du changement. Et un de nos points forts, c'est vraiment notre écosystème. Donc, on n'a pas seulement des conseillers dans les pratiques, mais on a également des équipes derrière nous, que ce soit des équipes de coaching pour tout ce qui est développement et leadership. On a également notre lab technologique, évidemment la pratique transformation RH dont je fais partie. On a tout l'aspect design thinking et de données. Donc, c'est tous des outils qui viennent nous appuyer lorsqu'on fait des mandats, lorsqu'on développe des stratégies en attraction-rétention, on est capable de s'appuyer sur les données qui existent derrière. Alors, aujourd'hui, comme je viens de le mentionner, on va faire un survol de votre ressource attraction-rétention que vous allez avoir. Et vraiment, c'est ce que je vous présente. Je vous présente le contexte, un peu les différentes sections et qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver. Donc, on va parler de la planification, attirer, embaucher, l'intégration, comment on soutient, on développe le personnel, comment on les mobilise, comment au moins on reconnaît leurs accomplissements et on pourra ensuite de ça avoir une séance de questions-réponses. Donc, comme introduction, ce que je vais vous partager, c'est un peu le survol rapide des 10 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe en ce moment qui ont mené à la mise à jour de la ressource et comment ça vient vous toucher au niveau de l'organisation.
Une chose que je peux mettre toutefois en contexte, c'est que lorsqu'on parle d'attraction et rétention, on sait que présentement, j'en parle, il y a une grande compétitivité au niveau des talents. Bien, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de truc qu'on peut faire pour que ça change demain matin. Cependant, il y a des actions qu'on peut faire à l'interne, au niveau de l'organisation, pour s'assurer d'attirer les bons candidats et de les retenir par la suite. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir tout à coup 10 candidats qui vont se présenter, mais que si vous faites les bonnes choses, les bonnes actions, bien, vous allez trouver ces gens-là. Vous allez pouvoir leur vendre votre organisation pour qu'ils viennent travailler avec vous. Comme contexte, une des premières choses qu'on peut parler, c'est le rôle social de l'employeur qui s'est accru dans les dernières années. Vous vous souvenez, en 2017, 2018, 2019, il y a eu tous les mouvements MeToo, il y a eu le Black Lives Matter. Donc, ça leur a amené les organisations à devoir revoir et repenser comment c'était quoi leur rôle social dans la société. On parle beaucoup plus d'équité, de justice sociale aujourd'hui. On parle beaucoup plus de bien-être au travail également. Donc, s'assurer que les gens sont bien, que les gens trouvent un équilibre entre ce qu'ils font au travail et ce qu'ils font dans leur vie. Il y a également eu une délinéation qui est plus claire entre les postes et les rôles, les habiletés que les gens ont. Et ça, c'est quelque chose, il y a environ 5 ans qu'IBM, la firme de consultation, a mis de l'avant beaucoup ce qu'ils appellent eux autres les new collars, donc les nouveaux cols. Ce sont des habiletés parce que les gens ne sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement des gens qui vont à l'université pour apprendre des habiletés, mais ils vont se former au fur et à mesure qu'ils en ont besoin. Et c'est ce qui prévoyait que dans les 10-15 prochaines années, allait composer une grande partie de la main-d'œuvre. Évidemment, dans le domaine de la santé, on veut des gens qui vont se spécialiser dans leur domaine, donc c'est pas tout à fait pareil. Cela dit, il y a souvent des compétences à côté qui viennent supporter ces gens-là. Donc, on le voit de plus en plus dans le développement des gens. Comme je mentionnais, il y a une compétitivité beaucoup plus forte au niveau des talents. Les gens ont le choix d'aller travailler où ils veulent. Ils vont choisir souvent un employeur qui vient les rejoindre au niveau des valeurs, qui vient les rejoindre au niveau de comment ils voient la société. Donc, encore là, un lien fort avec le rôle social de l'employeur, comment on peut montrer notre impact sur, que ce soit l'environnement, que ce soit sur la communauté autour de nous. Et finalement, bien, il y a beaucoup de pressions. Donc, il y a des pressions qui sont au niveau social, il y a des pressions économiques, on a des contraintes budgétaires à certains moments, il y a des pressions politiques également. Qu'est-ce que les différents paliers de gouvernement ont besoin des organisations en santé? Il y a également le contexte légal, la loi canadienne sur la santé, que vous allez voir dans la ressource, bien qu'elle ne vous touche pas tout à fait directement, mais vous en faites partie. Donc, elle a 2 objectifs, qui est d'offrir l'accès aux personnes aux soins de la santé sans qu'ils subissent un préjudice financier. Donc, là-dedans, les activités des organisations en santé s'inscrivent là-dedans. Comment naviguer tout ça? Bien, c'est une question de planification. La planification devient très importante pour les organisations pour pouvoir justement se retrouver. Pour prendre l'expression anglophone, si vous échouez à faire votre planification, bien, vous avez planifié d'échouer. Donc, l'organisation va être entourée de gens, des outils, de processus de travail. Donc, comment on met tout ça ensemble pour faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs? Bien, c'est le premier but de la planification, c'est de donner les orientations fonctionnelles aux différentes parties de l'organisation qui vont assurer qu'on peut atteindre les objectifs organisationnels, qu'on fait les bonnes activités. Ensuite de ça, il y a la planification stratégique des RH, une sous-composante de la planification qui elle a évolué étant donné le contexte social dont je parlais tout à l'heure. Puis une composante très importante, c'est que ça doit inclure la gestion des talents. La gestion des talents, on va en parler sous peu, mais comment on gère le cycle de vie de l'employé au sein de l'organisation. Mais tout ça doit être aligné. Donc, on ne peut pas juste arriver avec une stratégie de ressources humaines ou arriver avec, voici comment moi je vais recruter. Il faut que ça soit aligné avec la vision, la mission, les objectifs et les valeurs de l'organisation. Et très important ici, les valeurs vont dicter la culture parce que lorsqu'on vient parler de main-d'œuvre bilingue, bien, il doit y avoir une culture qui entoure ça. Donc, votre culture doit favoriser le bilinguisme. Puis, idéalement, on le fait à travers les principes de tout ce qui est inclusivité, diversité, équité et appartenance. Donc, gestion des talents. Il y a quelques étapes là-dedans. Donc, on doit planifier. Ensuite de ça, on a les activités d'attraction pour embaucher, comment on intègre les employés,
comment on les soutient, on les développe lorsqu'ils sont chez nous, comment on les mobilise pour qu'ils performent et à la fin, comment on les promouvoit. Et là, si vous voyez, c'est le cycle de vie de l'employé. Donc, on va essayer d'aller le chercher, il va passer des entrevues, il va se faire intégrer, il va se faire former, il va se faire reconnaître, puis évidemment, il va être plus engagé. Donc, si on prend un petit peu les étapes, bien, planification, bien, c'est d'identifier les besoins. On détermine, et si on l'applique maintenant aussi au niveau des main-d'œuvre bilingues, bien, c'est déterminer où sont les services bilingues, où est-ce qu'on en a besoin, où est-ce qu'ils sont requis, puis quel est le niveau de connaissance de la langue écrite, que ce soit à l'oral, l'écrit ou la compréhension. Identifier également les postes clés ou la compétence, où on a besoin de cette compétence-là, le nombre de personnes, etc. Dans la ressource, vous allez également voir, quand vous allez en avoir accès, qu'on a un outil pour la planification prévisionnelle de la main-d'œuvre également qui vient toucher à ça. Et finalement, une fois que vous avez planifié, une fois que vous avez un portrait de ce que vous avez besoin, bien, vous pouvez établir votre approche de recrutement en impliquant les différentes parties prenantes. On en parle un peu plus loin, où on en parle également dans la ressource, mais c'est bon, est-ce qu'on recrute nous-mêmes? Est-ce qu'on va chercher des partenaires? etc. Donc, comment on établit cette approche-là? Une fois qu'on a fait de la planification, bien là, c'est le vrai travail. Il faut aller attirer et embaucher ces gens-là. Bien, on va les cibler. On va cibler les différentes origines où est-ce qu'on peut aller chercher où est-ce qu'on peut trouver le bassin de personnes qui répondent aux postes qu'on a comblés. Encore une fois, dans ce cas-ci, les ressources bilingues. On va utiliser des plateformes ou les partenariats qui sont adéquats pour rejoindre ces personnes-là, des partenaires communautaires, des institutions de formation, différents groupes, etc. Une fois qu'on les a embauchés, une fois qu'on les a choisis, on va les orienter. Comment on intègre ces nouveaux talents-là à la culture de l'organisation puis aux comportements qui sont attendus également. Ça aide à créer le bon sentiment dès le départ où les personnes se retrouvent puis peuvent être elles autres mêmes au travail. Une fois qu'ils sont là, on va les soutenir, on va les développer, on va assurer le respect de la culture, on va adapter les modes d'apprentissage afin de favoriser le développement des compétences et de promouvoir le bilinguisme également. On va engager et promouvoir et on va les engager, les mobiliser pour qu'ils puissent performer. Donc, ils vont adhérer à l'orientation de l'organisation. Ils vont avoir des critères dans lesquels ils doivent être alignés et qu'ils doivent rencontrer également. Et on va également évaluer cette performance-là de façon objective. Et finalement, bien, on va promouvoir et reconnaître. Donc, on va promouvoir à travers des activités de reconnaissance du personnel, l'apport des services bilingues. Puis également, on peut établir un cheminement de carrière pour certains postes clés, incluant les postes bilingues, qui permettent aux gens de progresser et de rester dans l'organisation. Donc, un peu plus en détail sur la planification, c'est le modèle que nous on propose de gestion des talents. Donc, la première étape là-dedans, c'est d'établir une orientation stratégique de l'organisation. Donc, définir la vision, la mission, qu'est-ce que l'organisation veut accomplir, comme ça a été décrit un petit peu tout à l'heure dans l'introduction. Ce qui est important, c'est vraiment d'intégrer l'offre de services bilingues au sein de l'organisation. Ça va vous permettre de développer les approches et les plans d'action concrets qui vont guider vos activités là-dedans pour atteindre ces objectifs-là. Donc, si c'est dans votre planification, si c'est dans vos objectifs, ça vous oblige, en quelque sorte, à vous aligner et à faire les activités. Ça, c'est d'analyser les besoins actuels et les ressources disponibles. Donc, est-ce que dans sa forme actuelle, puis selon les données sociodémographiques autour de vous, c'est quoi l'offre de main-d'œuvre, c'est quoi l'ensemble de compétences qu'on a besoin, c'est qui le personnel bilingue déjà présent. Cette analyse-là doit inclure non seulement le nombre de membres du personnel et leurs compétences, mais aussi des facteurs comme la répartition démographique, qui est particulièrement important dans la planification de la main-d'œuvre. Donc, si vous avez un grand nombre de personnes à l'âge de la retraite, ça va avoir un impact sur les activités de recrutement que vous allez avoir à faire. Ou si vous avez un grand nombre d'arrivants sur le marché du travail, de jeunes arrivants sur le marché du travail, donc le taux de roulement est plus élevé un peu, bien, ça vous force à changer un peu l'approche. Puis ça vous permet aussi d'avoir cette analyse-là, d'avoir un coût, comme je disais tout à l'heure, en matière d'IDA. Donc, est-ce qu'il y a des actions qui sont nécessaires afin d'assurer une belle représentativité de la main-d'œuvre? Donc, c'est vraiment d'établir le profil des talents disponibles. Donc, on a établi l'orientation stratégique, on a analysé, maintenant, on doit définir les besoins futurs. Donc, vous savez qu'est-ce que vous avez présentement, mais qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine
années, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est vraiment un examen en prévision de qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que vous allez avoir besoin de plus de personnel bilingue? Est-ce qu'il y a des postes précis ou clés que vous savez que les gens vont quitter, donc ça vous demande un effort, davantage d'efforts d'aller les recruter. Puis ça doit tenir compte aussi de plusieurs facteurs, donc internes et externes, comme l'évolution anticipée du marché du travail, de l'économie, des enjeux de société, des différents outils et métiers du futur, entre autres, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se forment à côté de leur métier sur des habiletés et compétences qu'ils utilisent au travail. On fait une analyse des écarts par la suite. Donc, ma représentation actuelle, mon besoin futur. On compare les différences. Ça va vous donner un chiffre magique qui est le chiffre que vous devez combler. De quoi doit avoir l'air la composition de votre personnel. Vous pouvez aussi catégoriser puis voir des scénarios futurs, examiner. Donc, ça va vous permettre idéalement à la fin de choisir l'approche qui correspond le mieux à vos besoins puis qui va optimiser l'utilisation de vos ressources. Là, en fin de compte, c'est d'établir, une fois que vous avez comparé, vous avez trouvé c'était quoi l'écart, bien d'établir l'approche des talents qui s'adapte le mieux. Donc, c'est vraiment de se concentrer sur comment on va combler les écarts en ce moment, que ce soit par le recrutement, ça peut être par la formation, ça peut être par le développement également. Puis ça implique, encore une fois, l'approche qui va préconiser comment vous allez combler vos besoins bilingues, vos besoins en ressources bilingues plus tard. Et comme je disais, pour les ressources bilingues, c'est important aussi d'intégrer encore une fois l'aspect d'IDEA, l'aspect de tout ce qui est l'IDEA dans vos activités. Attirer et retenir. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est la segmentation des rôles. C'est une façon assez facile et rapide de déterminer le niveau d'effort requis parce qu'une approche ne fonctionne pas pour tous les postes, comme on disait. Comment on fait ça? Bien, on regarde c'est quoi l'impact du rôle. C'est quoi l'impact du rôle au sein de l'organisation, puis c'est quoi le niveau de rareté de compétences. Ça va vous donner le cadran qui est ici. Donc, à l'intérieur de ça, vous allez avoir 4 types de rôles qui sont les rôles d'experts, les rôles de spécialistes, les rôles professionnels, puis les rôles de soutien. Dans le rôle de soutien, bien évidemment, c'est que les compétences requises pour ces postes sont relativement plus disponibles, plus faciles à trouver. C'est tous les rôles de nature administrative, les fonctions de soutien. Puis lorsque vous vous concentrez sur l'embauche de ce rôle-là, ce qui est important, c'est de faire preuve de discernement sur les compétences et les motivations des individus au moment de la sélection. Étant donné qu'ils sont plus disponibles, vous voulez tout de même avoir des gens qui vont rester avec vous et qui vont contribuer. Donc, il faut quand même faire preuve d'un bon discernement. Et ensuite de ça, les rôles professionnels, ils sont relativement faciles à combler, encore une fois, mais ont un impact organisationnel un peu plus élevé. Ça peut être des cadres de niveaux intermédiaires, certains spécialistes non cliniques dans ce cas-ci, ou des rôles de service conseil. Ça apporte une grande valeur à l'organisation, puis vous avez peut-être besoin de plus ou moins d'efforts ciblés. Vous devez savoir qu'est-ce que vous cherchez, mais ils en ont. Ça, vous avez les rôles de spécialistes. Ça commence à être un peu plus rare. C'est des impacts qui ont... c'est des personnes qui ne sont pas évidemment toujours faciles à trouver. Par exemple, des rôles en soins infirmiers ou en technique de laboratoire. Ces personnes recherchent généralement des environnements qui leur permettent de se développer professionnellement. Encore une fois, ils sont un peu plus difficiles à trouver, mais c'est important de mettre de l'avant le cheminement carrière pour les attirer. Donc, ces gens-là, ils veulent continuer de se développer. Finalement, vous avez les rôles d'experts, donc un grand impact et c'est quand même rare à trouver. C'est une combinaison rare entre les compétences qui ont un gros impact sur l'organisation, puis encore une fois, ils sont moins nombreux. Dans le secteur de soins de la santé, ça pourrait être des spécialistes en neurochirurgie, par exemple, ou encore une fois, les infirmières, infirmiers. C'est des gens qui recherchent des rôles dans l'organisation où ils peuvent avoir un impact en apportant leur expertise. Puis en retour, ça peut renforcer aussi leur marque personnelle. Donc, pour attirer ces gens, ce qui est important d'utiliser, c'est un message ou un contenu spécifique ou personnalisé qui va mettre en valeur l'arrimage entre les valeurs de l'organisation et leurs objectifs. Donc, tout ce qui est votre marque employeur ou votre proposition de valeur aux employés. Donc, l'attraction puis l'embauche dans cette catégorie-là, comme je disais, elle vous demande des efforts supplémentaires puis en temps aussi parfois. Donc, ça peut être un investissement financier également si vous allez, par exemple, dans des firmes de chasse ou des firmes de recrutement.
Ensuite de ça, une fois que vous avez trouvé, vous ont passé pour cette entrevue et qu'ils ont accepté votre offre, bien, vous devez les intégrer. C'est un moment très, très important. En fait, c'est un des moments qui a le plus d'impact sur la rétention des gens. Comment on les intègre, comment ils s'adaptent à l'environnement, est-ce qu'ils trouvent leur image qu'on leur promettait. Il y a trois grands moments, la manière qu'on l'a bâti à tout ce qui est l'orientation, l'intégration, l'onboarding, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui se passe avant la pré-intégration, qu'est-ce qui se passe pendant les 30 premiers jours, parce que c'est la période de lune de miel. Et ensuite de ça, il faut bâtir les fondements, il faut bâtir la capacité de la personne à rester. Donc, comme le dit la pré-intégration, c'est que ça commence dès l'acceptation de l'offre en avant, puis ça va au-delà de juste la partie administrative. Ça peut, par exemple, être d'inviter de nouveaux membres à visiter l'établissement à un certain moment. Puis ça peut inclure un voyage de recherche de maison si la personne s'en va dans un environnement éloigné, à titre d'exemple. Ça peut être d'envoyer à l'avance des informations concernant l'organisation, donc l'organigramme, documentation, etc. Un colis qui donne des articles en lien avec le travail, un cadeau. Jumeler les membres de personnel avec des guides, des gens qui vont les aider à s'intégrer par la suite, par exemple des mentors ou des accompagnateurs, etc. L'information sur le code vestimentaire, à quoi s'attendre le premier jour, etc. Ensuite, il y a l'orientation. Évidemment, bon, c'est les premiers jours. C'est un événement qui est un peu plus formalisé. Ça vise à présenter la structure, la vision, la mission, les valeurs de l'organisation, donc vraiment les objectifs également, les outils de travail, passer, comme je disais, les différents documents administratifs, les procédures pertinentes, puis enfin, toute la formation obligatoire dans ce cas-ci. Donc, santé, sécurité, processus, procédures, etc. Ce qui est recommandé pour ne pas se surcharger d'informations, parce que c'est souvent le cas dans la première journée, on donne tout. C'est vraiment de l'étaler sur plusieurs jours, voire quelques semaines si possible. Donc, c'est de donner la chance aux personnes oui, de voir la documentation, oui, de voir les procédures, oui, d'apprendre, mais également de l'absorber. Et finalement, bien, comme on dit, bâtir les fondements, ça peut s'étaler, on propose jusqu'à 180 jours, ça peut être moins, ça peut être 90, ça peut être plus, ça peut être 1 an, mais c'est vraiment les piliers de l'organisation. C'est quoi la culture, la mission, la proposition de valeur, etc. Alors voilà, donc je parlais de bâtir les fondements. Donc, c'est vraiment l'apprentissage d'un nouvel environnement et ça peut prendre plusieurs mois. Mais encore une fois, c'est là que la personne va vraiment s'asseoir sur l'organisation, va vraiment prendre ses repas, s'adapter à la culture. Puis c'est, quand je mentionnais en début de la section, l'intégration, c'est un des éléments, les facteurs qui ont le plus d'incidence sur la rétention des personnes. Maintenant, soutenir et développer. Écoutez, c'est relativement simple. Le monde est encore en évolution. Donc, c'est essentiel pour les gens qui restent au jour dans leur domaine, mais également dans les compétences autour. Donc, soutenir et développer vos talents vous permet de maintenir les compétences à l'interne. Et les gens vont sentir qu'ils progressent, donc qu'ils contribuent davantage. Puis, ça sert également pour l'attraction, parce que, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a des individus qui veulent se développer au sein de l'entreprise. Donc, quelques outils pour soutenir les ressources, bien, ça peut être des formulaires et documents qui sont déjà traduits, des outils de soutien linguistique. Il y a une panoplie d'outils qui existent en ligne. Toutefois, il faut voir la validité, il faut s'assurer que ça fonctionne avec votre organisation, étant donné que ce n'est pas précis, puis dans quel contexte on peut les utiliser. Donc, garde là-dessus. Des formations accessibles dans les 2 langues. Également, l'intégration et le soutien, comme je mentionnais tout à l'heure, à travers du mentorat, l'accompagnement, collaboration, etc. Puis comment on peut développer les talents? Bien, il y a, encore une fois, coaching, mentorat, il y a des plans de développement individuel. Il y a la grille à 9 cases qu'on va voir sous peu, mais qui sert également à la gestion de la performance. Des formations transversales, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, par exemple, former une personne dans un poste ou dans une fonction à un certain moment donné, mais la former pour d'autres, pour par exemple, faire du remplacement ou pouvoir couvrir une pause, à titre d'exemple. Des affectations temporaires, là où possible. Donc, souvent, c'est plus dans des rôles administratifs, mais on peut envoyer des gens, par exemple, à travailler sur un projet. Il y a du jumelage, une rotation de poste, même chose, encore une fois, si c'est possible. Et les activités de planification de la relève, encore une fois, ça, c'est en lien aussi avec la grille à 9 cases dont on sert, que je parle un peu plus tard. Et les formations externes en ligne, telles des webinaires sur attirer et retenir des ressources. Mobilisation et performance.
Ici, c'est au niveau de la mobilisation, les raisons qui amènent les personnes à demeurer au sein de l'organisation sont avant tout d'ordre social et affectif. Donc, relation avec les pairs, avec les gestionnaires, le soutien adéquat aux membres, particulièrement au niveau des personnes bilingues pour qu'ils maintiennent leurs compétences. Reconnaissance des efforts des membres du personnel. On en parle un peu prochainement, la reconnaissance, sentiment d'appartenance, les opportunités de développement, la flexibilité, l'adéquation entre le travail qu'ils font et leurs responsabilités. Et tout ça vient contribuer à l'expérience de la personne, donc l'expérience employée, l'expérience de la ressource, l'expérience du personnel. Une des choses qui vient documenter dans la recherche, c'est qu'une bonne expérience au personnel a un impact positif sur l'expérience de l'utilisateur de service. Donc, si votre personnel a une bonne expérience comme employé, bien, ils vont en offrir une également très bonne à l'utilisateur. Et ça vous amène les objectifs, à l'atteinte des objectifs organisationnels. À l'intérieur de ça, il y a le croisement entre les activités justement dont on parle aujourd'hui d'attraction et rétention, donc le recrutement, d'attirer les bonnes personnes, le développement, comment on leur offre, les outils qu'on leur offre pour accroître leurs compétences, comment aussi on aide à favoriser leur adaptation à la culture et les mobiliser, et finalement la reconnaissance. Donc, ça, c'est les éléments qui ont un impact sur l'expérience du personnel. Et comme je vous l'ai dit, bien, ça part d'un à l'autre. Donc, une bonne expérience personnelle donne une bonne expérience utilisateur, aide à l'atteinte des objectifs. Mobiliser et performer. Et là, on parle de la gestion en performance, mais avant d'embarquer dans la grille à 9 cases, il y a d'autres niveaux de gestion de performance également que je ne m'attendrai pas, mais je vais vous mentionner. Donc, par exemple, le premier niveau, c'est au niveau communautaire. Comment votre organisation performe au niveau de la communauté? Est-ce qu'elle offre les services attendus ou qu'elle a promis? Donc, ça, il y a des outils pour l'organisation de pouvoir évaluer cela, mais c'est au niveau vraiment au sein de son écosystème, comment l'organisation performe. Et ensuite, au niveau organisationnel, est-ce que l'organisation est efficace et efficiente à l'interne dans l'utilisation de ses ressources? Et enfin, au niveau individuel, donc comment on va évaluer la performance de chaque personne, de chaque individu. Pour l'évaluation de la performance, une des tendances et des pratiques de pointe, évidemment, c'est la grille en 9 cases. Donc, on évalue le potentiel de la personne et la performance de la personne. Et ça va donner, bien, ça va placer les personnes dans un niveau, les cases 1 à 9. Je ne m'y attendrai pas à tous. Cependant, je vais vous donner les exemples extrêmes. Donc, la case 9, c'est une personne qui performe moins bien et qui a peu de potentiel. Bien, il faut se poser la question, est-ce que la personne est à la bonne place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une question est-ce que la personne doit quitter l'organisation? Est-ce que c'est de réaffecter dans un autre poste cette personne-là? Est-ce qu'il faut la mettre dans un programme formel d'amélioration des compétences? Il y a l'autre extrême un peu, est-ce que c'est très bonne performance, mais très peu de potentiel? Est-ce que la personne elle a atteint sa limite? Est-ce qu'on peut développer ses compétences autrement? Encore une fois, est-ce qu'on peut des fois déplacer la personne dans un autre poste ou est-ce que là, elle peut se redévelopper? Et finalement, bien, il y a la cause 1, celle qu'on aimerait avoir, donc la rencontre de la personne qui dépasse toutes les attentes, avec aisance, qui a une vision, qui va guider les autres. Ce qui est important de retenir dans la grille à 9 cases, c'est que dans chacune des cases qu'une personne peut se retrouver, il y a toujours une action possible, une action de développement. Et elle sert également, comme je disais tout à l'heure, à planifier la succession. Donc, les gens qui se retrouvent habituellement au milieu de la case, à partir de la case 6, peuvent bouger rapidement vers d'autres cases. Donc, c'est des gens qui peuvent être identifiés à succéder à un poste à un niveau supérieur, par exemple. Donc, ça, c'est toujours utile lorsque vous faites également la prévision de la gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre. Enfin, promouvoir et reconnaître. C'est simple, c'est d'encourager les gens, c'est de reconnaître leurs accomplissements. Il y a 4 façons de reconnaître. On peut reconnaître la personne, donc des traits, des qualités que la personne est là, qui font en sorte que c'est agréable de travailler avec elle, on atteint nos objectifs avec elle. On peut reconnaître des résultats individuels ou des résultats d'équipe. On peut reconnaître les efforts mis, particulièrement suite les 24 derniers mois. Je pense que les gens ont mis beaucoup d'efforts dans le domaine de la santé, donc c'est quelque chose qui doit être souligné. Puis également les reconnaissances de la pratique de travail, donc un expert dans quelque chose. 2 formes de reconnaissance, monétaire, non monétaire. Bien, en fait, monétaire, vous savez, ça peut être des certificats cadeaux, ça peut être une journée de vacances, selon les politiques de l'entreprise. Non monétaire, mais ça peut être simplement des lettres, des reconnaissances des activités, puis vos fréquences sont au quotidien ou à certaines étapes durant l'année.
Pour ce qui est des habiletés linguistiques, ce qui est important, c'est d'encourager les formations linguistiques, d'appuyer en cheminant des ressources bilingues entre elles parfois ou avec d'autres personnes également pour promouvoir le bilinguisme, créer des occasions de maintenir la langue et encore une fois des communications bilingues. On en parlait tout à l'heure, des formulaires déjà traduits, etc. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la reconnaissance contribue au sentiment de bien-être et de satisfaction des ressources. Ça crée un environnement de travail positif, ça encourage les principes d'IDEA, ça mobilise le personnel également, puis ça promouvoit l'adoption de certains comportements qu'on veut. Ultimement, ça améliore le milieu de travail, le climat de travail. Donc, ça devrait vraiment s'inscrire, il faut l'inscrire dans votre culture organisationnelle, de promouvoir, de reconnaître les gens pour avoir ces avantages. Enfin, ce qu'on a présenté aujourd'hui, donc si on reprend, que ce soit de la planification, attirer, mobiliser, développer, reconnaître, ça s'inscrit vraiment dans votre culture organisationnelle. Puis comme je disais tout à l'heure, si elle est ouverte au bilinguisme à travers votre planification, puis sur le principe-là, bien, ça va avoir un impact bénéfique. La culture, elle peut se définir, comme vous savez, l'ensemble des différentes pratiques, des valeurs, des comportements qui facilitent le fonctionnement de l'organisation, mais surtout les comportements, nous autres, qui nous intéressent. Puis, bon, mais il y a 5 dimensions également là-dedans qui sont entourées, que vous voyez ici, que ce soit l'environnement de travail, le sens de travail, l'organisation, la main-d'œuvre et les changements. Parce qu'aujourd'hui, bien, tout est en changement constant. Ce qui est également important, c'est que la culture doit être approchée de la même façon dont on en parle aujourd'hui. Donc, on identifie les besoins, on planifie l'approche, puis on l'aligne avec les objectifs organisationnels. Donc, c'est quoi les comportements qu'on veut afin d'atteindre nos résultats? Comment on veut que les gens les atteignent? Et comme je mentionne, et je sais que je le dis depuis le début, mais c'est vraiment l'intégration des principes d'IDEA qui vient vraiment encadrer le tout, particulièrement pour la recherche de la main-d'œuvre bilingue. Alors voilà, merci beaucoup. Je vais revenir à Nathalie, je crois, pour les questions-réponses. Wow! Merci beaucoup, Maurice Lemaire et Geneviève Laferrière, pour la présentation de ce contenu-là. C'est très informatif. Moi, j'ai pris des notes à pleine vitesse tout au long de la présentation. J'ai appris plein de choses en vous écoutant. Puis, c'est un domaine que je ne connais absolument pas. Et puis, j'ai remarqué que c'était drôlement, c'est tout un processus qui est planifié et qui ne se fait pas au hasard. Maintenant, participantes et participants en ligne, c'est votre chance de pouvoir interagir avec nos panélistes, Maurice Lemaire ou Geneviève Laferrière. Donc, si vous souhaitez poser une question, que ce soit verbalement ou encore, vous pouvez le faire et simplement lever votre main et on ouvrira votre micro afin que vous puissiez formuler votre question verbalement. Ou si vous le préférez, vous pouvez aussi rédiger une question en utilisant le questions et réponses Q&A en bas de votre écran ou encore une fois le chat. Donc, ne vous gênez pas, vous avez la possibilité d'avoir ces 2 experts à votre disposition aujourd'hui. Donc, vous pouvez définitivement lever la main et ça va nous faire plaisir de vous accorder la parole. Et s'il n'y a pas de questions, parce que parfois on a besoin de se réchauffer un petit peu avant de poser une première question, moi, je serais curieuse aussi de vous entendre parmi les participantes et participants, parmi les différentes composantes, les différents éléments qui ont été présentés aujourd'hui, vers lesquels vous avez l'intention de vous tourner davantage pour effectuer soit le recrutement ou la rétention des employés. Donc, je suis curieuse de vous entendre à ce niveau-là. Et ne vous gênez pas. Donc, une question dans la boîte Q&A ou dans la boîte de discussion. Peut-être en attendant que quelques personnes se manifestent, Maurice ou Geneviève, comment est-ce que ces différentes stratégies ont pu évoluer dans les... Là, vous avez parlé des éléments de contexte, Maurice, à savoir qu'il y a une très grande compétitivité. Mais comment est-ce que vous avez vu
ces éléments-là se modifier pour attirer de nouveaux talents bilingues au cours des 10 dernières années, des 5 ou 10 dernières années? Bien, écoutez, une des choses que je peux, puis je peux peut-être prendre l'aspect idéal, inclusion, diversité, équité, appartenance, parce que je pense que c'est un des plus gros facteurs aujourd'hui. Et évidemment, je le vois d'une perspective un peu plus où on voit non pas seulement le domaine de la santé, mais l'industrie large. Il y a beaucoup plus d'organisations qui sont soucieuses de ça. Donc, par exemple, ils vont revoir leurs affichages de postes pour s'assurer qu'il ne se crée pas de barrières, que les termes sont, on a maintenant l'écriture non genrée maintenant également. Donc, et même de revoir certaines façons de faire qui faisaient en sorte que même si on essayait d'être le plus inclusif possible, juste la manière dont les choses sont écrites peuvent créer une barrière ou juste à l'époque, par exemple, les postes devaient souvent avoir lieu chez l'employeur. Maintenant, c'est l'affichage de poste, mais c'est également l'organisation du travail. Mais on va ouvrir ça maintenant. On aura la possibilité de faire du télétravail. Donc, on voit ces changements-là s'opérer au niveau de la recherche. Donc, ça fait en sorte, précisément pour les main-d'œuvre bilingues, que maintenant, la main-d'œuvre bilingue peut être accessible ailleurs. Encore une fois, il faut faire attention parce que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de présentiel. Il faut être devant l'utilisateur, devant le patient. Mais il y a une plus grande ouverture. Il y a des gens qui sont maintenant plus prêts à déménager, même à d'autres régions, en régions éloignées. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre avantage en ce moment. La main-d'œuvre est devenue un peu plus mobile. On fait attention à la façon dont on affiche le poste. Donc, ça va ouvrir un peu plus les portes là, pour aller pouvoir cibler les gens qu'on veut. Absolument. De votre côté, Geneviève, d'autres éléments que vous aimeriez ajouter par rapport au recrutement ou à la rétention des ressources humaines bilingues? Merci beaucoup, Nathalie. Oui, bien, Maurice a bien expliqué l'évolution du contexte. Je crois que, comme il l'a mentionné, toutes les notions d'inclusion, diversité, équité et d'appartenance sont beaucoup plus présentes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a voulu faire aussi avec la stratégie ressources humaines en santé, s'assurer de bien refléter ça autant dans le contenu, la façon que c'est présenté, que dans les ressources qu'on offre aux organisations. Alors, je sais que Maurice a fait un survol assez rapide de l'ensemble des sections et quelques aspects clés, mais grâce au projet Santé-Migration francophone, nous avons vraiment pu regarder comment suggérer d'autres ressources. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on peut mieux accueillir des professionnels formés à l'étranger. Alors, tous ces professionnels-là issus de l'immigration, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'attraction, de l'embauche, de l'intégration, des processus de recrutement? Alors, d'être au fait de différents programmes gouvernementaux qui existent, qui ciblent certaines professions de la santé au niveau du recrutement à l'étranger. Au niveau de l'intégration, il y a aussi un outil qui est le rapport d'étonnement qui est disponible justement pour aider à voir un peu entre ce qu'on veut promouvoir comme culture, comme façon de faire, comment est-ce que les professionnels et les nouveaux employés voient ça en termes de leur perception lors du processus d'intégration. Alors, c'est vraiment d'apporter ces aspects-là de façon plus précise et avec accès équité, étant donné qu'on a d'autres ressources comme les principes de base d'équité qui regardent vraiment à l'aspect de la planification des services de santé en français de A à Z. Tous les aspects de bien connaître les besoins de la communauté sont liés à la nouvelle ressource stratégie RH, mais ça nous a permis d'aller beaucoup plus, de creuser davantage et de décortiquer toutes les étapes reliées au recrutement et à la rétention des ressources humaines en santé bilingue. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous étiez en processus de validation de la ressource qui sera disponible en ligne sous peu. Donc, les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui souhaitent participer au processus de validation de la nouvelle ressource en ligne, on vous invite à inscrire votre courrier électronique dans la boîte de discussion, le chat box au bas de votre écran. Et puis, on pourra, à ce moment-là, Geneviève pourra vous contacter pour que vous puissiez participer
au processus de validation de la ressource en ligne. Alors, toute cette ressource-là, c'est gratuit, c'est disponible aux gens qui sont intéressés, c'est bien ça? Oui, alors c'est disponible gratuitement via la plateforme Accès Équité pour les gens qui désirent avoir accès à cette formation-là. Comme on l'a mentionné, nous avons un groupe de travail qui procède à la validation finale de la ressource en ligne en ce moment. Et pour nous permettre le temps d'intégration des changements, la ressource va être lancée officiellement le 15 juin prochain. Wow! Donc, on a vraiment une occasion d'avoir une espèce de regard privilégié sur pour les gens qui souhaitent laisser leur courriel, ça leur donne aussi une occasion d'avoir accès à cette nouvelle ressource en ligne avant tout le monde, là. C'est bien ça. Absolument. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, défi de temps là, au cours des prochaines semaines, nos ressources sont en constante évolution. Alors, ça fait partie de notre processus d'amélioration continue de la qualité. Sous chaque page, il y a l'option de donner une rétroaction par rapport à la qualité du contenu et d'apporter des suggestions d'amélioration ou de souligner les aspects que vous appréciez le mieux. Vous allez voir apparaître à l'écran sous peu quelques questions qui nous permettent d'évaluer le webinaire qui a été présenté aujourd'hui. Alors, nous vous invitons encore une fois, on vous rappelle que vos réponses aux questions sont confidentielles. Alors, nous vous invitons à participer à l'évaluation du webinaire. Alors, vous avez les questions là, il y a une bande grise sur le côté de la boîte qui vient d'apparaître. Donc, vous pouvez défiler jusqu'au bas, ça va rapidement. Et de cette façon-là, ça nous permet de donner une rétroaction à nos panélistes d'aujourd'hui et ça nous permet aussi de planifier les prochains webinaires qui seront offerts par la Société Santé en français. Et parlant de prochains webinaires qui seront offerts, je vous donne un petit scoop. Aujourd'hui, donc Maurice et Geneviève viennent de nous confirmer qu'ils sont disponibles pour offrir le webinaire présenté aujourd'hui, mais dans sa version anglaise. Et ce sera fait au mois d'octobre, plus précisément le 26 octobre prochain. Donc, si vous avez des collègues qui travaillent en ressources humaines et qui sont anglophones et qui préféreraient écouter ce webinaire en anglais et y assister directement en anglais, bien, ce sera possible le 26 octobre prochain. Donc, vous avez la primeur aujourd'hui du webinaire qui sera offert en anglais dès octobre. Moi, je suis très heureuse de ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, Maurice et Geneviève. J'ai appris plein de choses. Au niveau vous avez présenté aussi différents outils ou différentes possibilités au niveau de la rétention. J'ai trouvé ça fort intéressant, Maurice. Est-ce qu'encore une fois, au niveau des moyens de rétention de la ressource humaine bilingue, est-ce que vous avez noté des changements à ce niveau-là dans les dernières années? Oui et non. Ça, c'est ma réponse de consultant. Ça dépend. C'est que les méthodes de rétention, en fait, la réalité, c'est qu'attraction, rétention, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui ou des 2 dernières années. Ça fait depuis le début, en fait, le début, je vous dirais, du métier de ressources humaines, c'est le défi. Même chose, donc, quand on parle de la rétention, c'est que les façons de faire à la base sont les mêmes. C'est comment on garde les gens, comment on les fidélise, comment on fait en sorte qu'ils adhèrent à une vision, à une mission de l'organisation. Dans ce sens-là, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, évidemment, c'est les méthodes de faire et aussi le fait que, bon, si vous prenez les 30 dernières années, bien, il y a les médias sociaux maintenant. L'utilisation de la technologie est plus élevée. La technologie, maintenant, est un des facteurs de décision des gens de joindre une organisation ou pas. Donc, au niveau des méthodes, ça change. Au niveau des enjeux, non. C'est les mêmes. C'est toujours on veut les garder avec nous, on doit les développer, on doit leur donner une bonne expérience et on doit s'assurer que vraiment, ils sont alignés avec notre vision mission. Parfait. On a Joanne Chalifou en ligne du côté de l'Ontario qui vous remercie pour l'excellent webinaire. Du côté aussi de l'Ontario, toujours, on a une autre personne qui vous remercie pour l'excellente qualité du webinaire.
Puis, je trouve que nos participants et participants aujourd'hui ont peut-être été un peu timides. Là, je vois qu'ils sont très appréciateurs de ce que vous nous avez offert. J'aurais eu le goût de vous entendre un peu, participantes et participantes, à savoir, quand vous, justement, on sait que le recrutement de ressources bilingues en santé, c'est une problématique immense pour bien des organisations. Est-ce que vous vivez ce défi dans votre coin de pays? Et si oui, est-ce que vous avez développé des petits trucs ou des solutions pour pouvoir relever ce défi de recruter de la main-d'œuvre bilingue en santé? Donc, si il y a quelqu'un en ligne au niveau des participantes ou participants qui aimerait partager peut-être des défis vécus ou des pistes pour relever le défi, on vous invite à le faire et puis à nous peut-être partager vos petits trucs là, au-delà de ce que Maurice vient de nous présenter comme truc, comme outil aussi pour le recrutement et la rétention. Donc, ne soyez pas timides. On aime vous entendre et aussi pouvoir mettre en valeur là, les bons coups, les bons éléments que vous avez pu développer dans votre coin et qui pourraient peut-être être repris ailleurs. C'est très intéressant aussi de noter qu'on a des participants d'un peu partout au Canada. Maurice, vous avez mentionné à quel point l'attraction de la ressource humaine bilingue est souvent reliée à les valeurs, la culture de l'organisation, si les valeurs collent vraiment à un groupe ou à un âge particulier, ou en tout cas, ça sera plus facile de recruter. Je me demandais, j'ai quelqu'un qui dit qu'en Ontario, il y a certainement des défis de recrutement. Je me demandais, merci beaucoup de cette réponse, je me demandais, est-ce qu'il y a certains coins de pays dans lesquels c'est peut-être plus facile de recruter des ressources humaines bilingues? Selon vous, Maurice et Geneviève? Écoutez, c'est tout est relatif parce que puis là, je vais prendre le terme, je vais sauter sur le thème bilingue. Par exemple, le marché du Québec va vous dire on n'a pas toujours des main-d'œuvre bilingues, français-anglais, bien qu'ils sont capables de trouver de la main-d'œuvre francophone. L'inverse, comme je crois que c'est Joanne qui disait dans le chat en Ontario, c'est un défi. Donc, est-ce qu'il y a des coins de pays plus faciles que d'autres? C'est certain que les endroits où est-ce qu'on a une plus grande proportion de francophones, souvent les francophones ont tendance à être plus facilement bilingues que l'inverse. Donc, c'est un endroit, cependant, il ne faut pas négliger. Il y a beaucoup d'immersion francophones dans l'éducation anglophone également. Donc, puis il y a les poches également francophones avec, puis je suis très conscient à l'extérieur du Québec, que ce soit en Ontario, que ce soit en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, partout le pays. Donc, c'est vraiment où il y a les poches, ça devient un peu plus facile, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce que l'organisation a de besoin. Donc, c'est toujours là que vient le défi parce que souvent, ça va être des gens, des postes qui sont soit spécialisés, soit qui sont difficiles à trouver. Comme j'ai les pochettes ou ce que c'est les communautés francophones, ça peut être plus facile, ça peut être un endroit où cibler, mais le défi demeure tout de même là. Puis, merci beaucoup. Puis, ça rejoint une des questions du côté du Nouveau-Brunswick formulée par Manon Cormier, qui aimerait vous entendre sur le rôle que peut jouer la communauté d'accueil. Je pense au film La Grande Séduction à ce niveau-là. Là. Maurice, votre impression par rapport à ça? Bien, absolument, je peux répondre, mais je ne veux pas te lancer la balle, Geneviève, mais je pense que vous aviez développé là-dessus. Est-ce que tu aimerais la prendre, la question? Sinon, je peux répondre, il n'y a pas de problème, mais je pense que tu as un peu plus d'insight dernièrement que moi. Je peux la prendre puis tu peux bonifier si tu veux. Alors oui, la communauté francophone, la communauté d'accueil a un grand rôle à jouer, surtout au niveau de l'intégration. Alors, on sait que l'intégration se fait au sein de l'organisation, mais dans la communauté. Alors, c'est important de pouvoir promouvoir justement la capacité de pouvoir vivre en français pour la plupart des professionnels qui sont prêts à peut-être se déplacer en milieu éloigné. Alors, de promouvoir les opportunités par exemple, les écoles francophones, les organisations communautaires, les organismes d'accueil aussi pour peut-être les nouveaux arrivants, pour vraiment avoir tissé ces liens-là
et créer les racines au sein de la communauté qui permettent aux gens de bien s'intégrer puis de vouloir rester. Alors, il y a différentes ressources qui sont promues. Il y a entre autres aussi des initiatives du gouvernement fédéral pour justement les nouveaux arrivants en termes de communauté d'accueil. Alors ça existe à différents endroits au pays. Pour justement faciliter ce processus-là et qu'ils ont aussi des projets pilotes pour faciliter aussi l'insertion en milieu de travail. Alors, ce sont différentes ressources que vous allez pouvoir retrouver là, dans la stratégie modernisée. Excusez-moi, je vois que le temps est écoulé. Je veux simplement dire que du côté de l'Ontario, on ajoute aussi que les établissements de formation en santé peuvent aussi aider à recruter. Alors, et on indique que du côté du Nouveau-Brunswick, il y a quelqu'un qui indique que c'est difficile de recruter et c'est peut-être exacerbé par le fait qu'il y a même aussi une pénurie au niveau des ressources humaines qui travaillent en recrutement. Vous avez soulevé un élément là, qui pique la curiosité définitivement. Alors, je vous invite tout le monde, si vous avez le goût, de retourner à l'enregistrement du webinaire qui sera déposé dès la semaine prochaine sur le site de la Société Santé en français. Un grand merci Geneviève, un grand merci Maurice Lemaire pour l'excellence de cette présentation aujourd'hui et je nous souhaite à tous un grand succès dans le recrutement de ressources humaines bilingues et la rétention de ressources humaines bilingues en santé. Dieu sait qu'on en a grandement besoin. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.